Bonjour, bienvenue à tous. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans une scénographie particulière qu'on vient d'arpenter, qui est celle d'un projet qui s'appelle Circulation, qui a été faite par les étudiants de SPIP, la formation en art politique a été fondée par Bruno Latour à Sciences Po Paris. Et trois jeunes étudiants, trois jeunes artistes ont répondu à la commande du Next Festival pour travailler sur la question du territoire du festival. Pendant plus d'une année, avec une série de rencontres, de déplacements sur le territoire. Et vous voyez derrière, c'est en tout petit, mais les traces de leur travail, de leur méthode, qui nous ont nourris pendant toute une année. Quel meilleur décor pour introduire cette discussion, cette rencontre cet après-midi que nous organisons donc en partenariat avec Cité Philo, le Next Festival, dont vous découvrirez les spectacles après la rencontre ici avec Rodrigo Garcia au Phoenix et avec Ingrid Bergermeer à l'Espace Pasolini ce soir, et puis de nombreuses autres propositions chez nos partenaires, et je remercie les partenaires de Next d'être présents ici. Merci à Cité Philo aussi pour sa fidélité, puisque depuis de nombreuses années, nous avons organisé toute une série de rencontres, la plus ancienne étant, je pense qu'on a eu les derniers enregistrements publics de Bernard Stiegler en 2013, avec une série de 3 rencontres, et chaque année, Cité Philo, mais aussi l'Agence nationale de la recherche sont des partenaires pour le Phoenix, pour nourrir le rapport de la création avec la pensée. L'année dernière, nous avions eu la chance, dans le cadre de Next, d'accueillir Philippe Descola. Et cette année, en discutant avec Gilbert et avec l'équipe de Cité Philo, on souhaitait arpenter à nouveau ces questions de l'art autour de la figure de Bruno Latour, avec un plateau exceptionnel, qui était une sorte de journée hommage aussi, à laquelle vous avez répondu tout de suite favorablement. Tu as tout dit, alors j'ai rien à rajouter. En fait, l'année dernière, à Cité Philo, nous avions invité Bruno Latour qui nous avait donné son accord. Il était d'ailleurs dans notre programme officiel de Cité Philo. Puis malheureusement, Bruno Latour est décédé au moment où on imprimait le programme, donc il était encore dans le programme. Et pour que le public qui attendait cette séance puisse avoir quand même... connaître le travail de Bruno Latour, nous avions décidé de projeter un documentaire formidable, un entretien entre Bruno Latour et Nicolas Truong, qui est journaliste au Monde, et que je vous recommande d'ailleurs de regarder, qui dure 1h15, un peu 1h30 à peu près, et qu'on peut trouver en ligne sur le site d'Arte, puisque c'est Arte qui l'a produit. C'est bien ça ? Voilà. Et vraiment, je vous le recommande, c'est vraiment remarquable. Et donc nous avions décidé, comme nous avions dû, comme Bruno Latour ne pouvait forcément pas venir, et qu'on n'avait pas le temps d'organiser un hommage à la hauteur, nous avions décidé de refaire ça cette année, ici, à Valenciennes, avec Isabelle Singer, Philippe Pignard et Nicolas Truong, à qui je laisse la parole. Merci beaucoup Gilbert, merci Romaric. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur la scène du Phoenix, en partenariat donc avec Cité Philo et le festival Next à Valenciennes, pour une rencontre consacrée à une amitié philosophique, à un compagnonnage conceptuel, à l'actualité aussi d'une histoire
toujours vivante et féconde, celle en fait du double vol enchevêtré de la philosophe Isabelle Stengers, qui nous a fait l'honneur et l'amitié de nous rejoindre ici aujourd'hui depuis Bruxelles, et que je vais vous présenter sans plus tarder, mais on va jalonner son parcours avec celui de Bruno Latour, et Philippe Ignard, qui est l'auteur en fait de ce titre, Bruno Latour, Isabelle Stengers, un double vol enchevêtré, qui est donc c'est le titre du livre qui est paru aux éditions La Découverte en 2021, qu'il a écrit d'ailleurs pendant le Covid. Voilà, il a eu cette idée un peu folle, mais très riche et très importante, et au fond très pédagogique pour tous ceux qui s'intéressent au travail de Bruno Latour et d'Isabelle Stengers sur les sciences, mais aussi sur la question écologique, des questions parfois plus ardues, épistémologiques, ou au contraire en rupture, en discussion avec l'épistémologie et la philosophie, la sociologie des sciences, mais aussi un livre assez politique, puisqu'on verra que les derniers amours, comme vous dites, Philippe Ignard, de Bruno Latour, concernent sans doute l'écoféminisme auquel Isabelle Stengers s'est intéressée en pionnière dans l'espace francophone. Alors, ce double vol enchevêtré, c'est une expression utilisée par Gilles Deleuze et repris par donc Philippe Ignard, mais Isabelle Stengers dans un de ses ouvrages, pour parler d'une amitié philosophique avec Félix Guattari, puisque Deleuze et Guattari, c'est un duo philosophique qui pendant près de 22 ans a pensé le monde et tenté de le subvertir. C'est une rencontre intellectuelle assez exceptionnelle, une rencontre aussi philosophique assez prolifique, puisque de l'Anti-Oedipe, paru en 1972 chez les éditions de Minuit, jusqu'à Qu'est-ce que la philosophie, paru chez Minuit en 92, ils ont co-signé ensemble un certain nombre d'ouvrages, et peut-être ont forgé une des philosophies les plus inspirantes, qui a beaucoup inspiré Isabelle Stengers et Bruno Latour. On y reviendra. Je me souviens que dans une lettre à un ami japonais, Gilles Deleuze disait qu'en parlant de Félix Guattari, qu'il y en avait un, c'était Félix Guattari, donc le psychiatre, mais aussi philosophe, très activiste, très tourné vers la politique. Il disait que lui, il était comme une sorte de maire, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours mobile, qui va aux éclats de lumière incessants. Et alors que lui, Gilles Deleuze, se sentait plutôt comme une sorte de colline, une sorte de montagne qui ne bouge pas, qui a des idées fixes et qui polie un peu le diamant, le matériau brut ramené par Félix Guattari. Alors, Isabelle Stengers et Bruno Latour, ce n'était pas tout à fait la même chose, puisqu'en fait, ils ont très peu écrit ensemble, mais c'est une rencontre extraordinairement féconde. Ils ont aussi deux styles très différents. Philippe Ignard y insiste dans son livre, hein, un style plutôt répétitif, parfois pédagogique, avec des inventions conceptuelles chez Bruno Latour parfois assez qui se veulent un peu marquantes, et puis chez Isabelle Stengers, bien aussi bien sûr des innovations et des inventions conceptuelles, dont l'intrusion de Gaïa, on y reviendra, mais un style peut-être plus serré, plus précis. Mais ils ont un point commun, ils se sont intéressés à la pratique des sciences. Même s'ils n'ont pas tout à fait le même parcours et la même formation, ils sont critiques d'un grand partage entre la connaissance et la croyance. Et puis, ils ont aussi travaillé cette question écologique, tous les deux, avec des apports successifs et différents très importants. Alors, je vais commencer tout de suite, même si je vais vous présenter en deux mots l'un et l'autre. Vous connaissez Isabelle Stengers, mais encore une fois, on reviendra sur son parcours, qui est philosophe et qui est professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, et qui a consacré de nombreux livres à l'histoire et à la philosophie des sciences, donc l'invention des sciences modernes, notamment en 1993, Science et pouvoir, et puis bien sûr en 1979, ce livre très important, La Nouvelle Alliance, coécrit avec le prix Nobel de chimie Ilya Prigogine. C'est quelqu'un qui a écrit aussi plus récemment un livre qui s'appelle Au temps des catastrophes, qui est à la fois critique des sciences et de la modernité, capitaliste, penseuse de l'écoféminisme et du désastre écologique en cours, en nous donnant toujours des points d'appui, des leviers pour
résister précisément à cet état du monde qui semble inexorable. Et puis Philippe Ignard, vous êtes éditeur, vous avez co-créé avec Isabelle Stengers Les Empêcheurs de penser en rond. On y reviendra peut-être aussi, parce que vous êtes intéressé beaucoup au laboratoire, mais vous, au laboratoire pharmaceutique. Vous avez écrit sur cet étrange objet, ce drôle d'objet qu'est le médicament, à travers plusieurs ouvrages. Vous avez coécrit avec Isabelle Stengers La sorcellerie capitaliste en 1905. Non, 1905, c'est une date, cela dit, assez importante aussi, puisque ça me fait penser que Isabelle Stengers s'est aussi beaucoup intéressée à la question de la psychanalyse. Vous aussi, vous avez co-signé des articles dans le livre noir de la psychanalyse. Et Isabelle Stengers a travaillé avec Léon Chertok sur la question de l'hypnose, un rapport critique précisément à une certaine scientificité de la psychanalyse. Et puis donc, vous avez coécrit ce livre, La sorcellerie capitaliste, et écrit ce livre sur ce vol enchevêtré. Je voudrais, avant de vous demander pourquoi vous avez écrit ce livre, qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire, pour faire peut-être mieux connaître et mieux raisonner les accords et les désaccords entre ces deux intellectuels majeurs. Je veux simplement demander à Isabelle Stengers, au fond, tout simplement, comment elle a rencontré Bruno Latour et comment s'est nouée cette amitié philosophique, mais qui n'est pas uniquement philosophique, j'imagine, puisque voilà, on travaille aussi avec des percepts, mais aussi des concepts, mais aussi des percepts et des affects. Comment s'est passée cette rencontre? Comment vous l'avez rencontrée? Les grandes rencontres se font sans qu'on le sache. Donc je crois que je l'ai croisé, mais la vraie rencontre, ça a été probablement quand on allait tous les deux, moi plus sporadiquement, au cours de Michel Serres du samedi matin, et où on discutait après beaucoup. De Michel Serres du samedi matin à l'université Panthéon-Sorbonne, c'est ça? Oui, exactement. Et pour Latour, enfin, moi, Latour, Serres m'intéressait beaucoup, autrement que Latour, qui voyait vraiment une voie anthropologique d'accès aux sciences, parce que finalement, Bruno ne connaissait pas beaucoup les sciences. Et Serres lui donnait un accès qui l'intéressait profondément. Donc, on s'est vus souvent et on s'est mis à travailler ensemble la première fois dans un livre que Michel Serres a édité, c'est Les éléments d'histoire des sciences. Et là, je l'ai vu à l'œuvre. C'est-à-dire que j'ai pris la mesure notamment de ces choix qu'il faisait, comment dirais-je, avec beaucoup d'autorité régnée. Il était armé d'une tapette épistémologique. Dès qu'un argument lui semblait de type épistémologique, il faisait le geste d'écraser cette satanée mouche. Donc, donc, moi, je ne partageais pas cette haine de l'épistémologie parce que je connaissais très mal l'épistémologie. J'avais été chimiste, puis j'étais venue en philo, et la première chose que j'avais pas compris comme mot en philo, c'était épistémologie. Qu'est-ce que c'est que ça? En chimie, on parlait pas de ça. En physique non plus. C'était un mot auquel je ne donnais aucune valeur centrale. Alors, pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est et pourquoi était-il si critique à l'égard de l'épistémologie? Pourquoi il y avait une sorte de... Tant problème, c'était tous ceux qui ont... Mais les scientifiques sont aussi responsables. L'une des choses qu'il disait souvent, et qu'il a écrit, je crois, c'est... Il revenait d'Amérique, où il allait écrire. Et là, je l'ai mieux connu, parce qu'entre-temps, j'ai lu tous ses livres, évidemment, les 3 qui étaient parus à ce moment-là, dont La vie de laboratoire. Et... comment dirais-je, il disait que son problème, c'était les Blancs, les modernes. On peut dire ce qu'on veut de ce point de vue-là, mais on sait que c'est de nous qu'il s'agit. Avons envoyé des ethnologues un peu partout dans le monde, pour étudier les autres et l'autréité des autres, mais on n'a jamais pensé à envoyer des ethnologues par chez nous, pour nous étudier nous-mêmes. Et du coup, nous employons et il avait vu par rapport aux Africains, nous employons pour définir la différence entre eux et nous, des termes comme objectivité,
non-confusion entre nature et culture, et nous avons la science. Mais personne n'avait jamais dépioté en ethnologue ce que veut dire objectivité, neutralité, rationalité, science. Et il venait pour ça. Donc il venait avec un œil d'anthropologue pour essayer de nous, et pas de nous critiquer. Latour n'était pas un déconstructeur, mais il voulait éclairer, comme un anthropologue le ferait. Voilà, quand ils disent ça, ce qu'ils veulent dire. Et il avait rencontré des épistémologues avec des réponses toutes faites, enfin, divergentes parfois, mais concordantes sur il existe une rationalité, la confusion entre nature et culture, c'est mal, c'est primitif, croyance, etc. Donc, les épistémologues étaient devenus ceux qui avaient créé ces prêts à penser qui nous empêchaient de nous comprendre nous-mêmes. Donc, ils n'étaient pas critiques. Et ça, il faut insister, parce que par la suite, le monde changeant, on ne pourra que devenir critique. Enfin, devenir. Ce qui nous est arrivé, changera-t-on? Mais moi, du coup, comme en chimie, on parlait ni d'objectivité, ni de neutralité, ni de quoi que ce soit, je l'étudiais aussi un peu avec l'œil de mais tiens, pourquoi ça l'intéresse? Donc, notre double vol a commencé par un intérêt mutuel avec une curiosité mutuelle. On venait de deux mondes différents, mais on se rencontrait parce que, effectivement, on n'avait pas misé sur sanctifier la science. Moi aussi, je voulais comprendre les sciences, mais à ma manière, et pas à partir de termes qui ne convenaient pas, mais qu'est-ce qu'ils appellent le progrès? Comment dirais-je, ça m'intéressait plus que l'objectivité ou la rationalité. Oui, je comprends. Et alors, effectivement, ce livre est un livre important, l'élément d'histoire des sciences de Michel Serres. Il y a une équipe assez importante qui travaille avec lui, dont vous. Et c'est vrai qu'il a d'ailleurs fait un livre d'entretien avec Michel Serres qui s'appelle Éclaircissement, puisqu'il a joué un rôle important, ce philosophe qui, puisqu'en France, vous le savez, enfin en tout cas on le remarque, peu de philosophes s'intéressent véritablement aux sciences, au sens où, en tout cas, beaucoup viennent plutôt des mondes littéraires, quoi, ou ce qu'on appelle les sciences humaines, mais peu viennent soit des mathématiques, de la chimie, de la physique. C'est pour ça que Michel Serres a joué un rôle important, et aussi notamment parce qu'il a écrit ce livre qui s'appelle Le contrat naturel. Ça, il faut ajouter, au moment où j'ai écrit avec Prigogine La Nouvelle Alliance, c'était quand j'ai rencontré Bruno, pour présenter la question, c'était le désert en France. Par contre, il y avait une littérature d'histoire des sciences tout à fait intéressante, enfin de la vraie histoire des sciences qui paraissait en langue anglo-saxonne. Donc, effectivement, la question de comment penser les sciences tout s'était arrêté après Bachelard, on peut dire. C'est-à-dire, arrêté après Bachelard, ça voulait dire quoi? Qu'il y avait une sorte de... Avec cette idée qu'il y avait une sorte de coupure entre, d'un côté, pour faire très vite, entre la croyance et la connaissance, qu'on pouvait même trouver jusqu'à la sociologie de Pierre Bourdieu. Oui, une coupure entre raison scientifique et la raison philosophique était laissée complètement à côté. Raison scientifique par rupture avec l'opinion. Et bon, eh bien, ça c'était conçu en gros comme affaire conclue. Or, dans la Nouvelle Alliance, j'ai trouvé l'occasion, avec Prigogine, c'est un peu ce que j'ai ajouté comme intention à ce que Prigogine voulait dire, c'est que la manière dont la physique qu'on allait décrire se transformait posait plutôt le problème, mais d'où vient cette autorité de la physique alors qu'elle est d'une pertinence nulle par rapport au monde d'où nous venons? Donc c'était plutôt l'autorité de cette reine des sciences qui était le problème totalement anti-bachelardien. Oui, c'est ça. Alors Philippe Pignard, pourquoi donc avez-vous voulu, on va revenir à cette question des sciences parce qu'elle est fondamentale, vous démarrez votre livre évidemment avec cette question de ces deux philosophes qui s'intéressent aux sciences et à la pratique scientifique, et
qui au fond ont un rapport critique à l'égard de la rationalité scientifique tous les deux, sans être des relativistes, puisqu'on a beaucoup accusé Bruno Latour de l'être. Comment est né ce projet de cet ouvrage? Vous qui avez édité ces deux auteurs, comment ça se passe? Vous êtes confiné comme Bruno Latour, vous ne faites pas un questionnaire comme Bruno Latour sur les choses inessentielles dont on n'aimerait pas voir le retour. Vous ne faites pas un questionnaire et vous mettez à relire les deux auteurs que vous avez édités votre vie durant pour les mêler, voir ce qui pouvait aussi se passer dans ces frictions, entre eux. C'est vrai que j'ai profité du Covid pour me lancer dans cette relecture. Il fallait tout relire, quoi. Et c'était beaucoup de choses à lire, d'articles aussi, et de livres. Donc j'ai tout relu pendant une période d'un an et demi, pour pouvoir faire ce parcours. J'ai écrit ça au moment où Bruno était déjà très malade. Et il me semblait que c'était une façon aussi de lui offrir quelque chose à ce moment-là. Et il en a été ému, il m'a dit qu'il avait beaucoup ému ce livre. Et en même temps, c'était une préoccupation de dire comment est-ce qu'on va hériter de Bruno Latour, qui était une préoccupation qu'il reste d'ailleurs. C'est-à-dire que l'œuvre de Bruno, elle est très... mais c'est un compliment de le dire en même temps, c'est pas une critique, elle est très zigzagante. C'est-à-dire que Bruno, effectivement, le premier geste de Bruno, c'est d'aller dire si on veut comprendre qui nous sommes, nous, les Occidentaux ou les modernes, il faut aller voir cette chose à laquelle nous tenons le plus, qui sont les sciences. Les sciences sont les choses auxquelles nous tenons le plus, qui nous semblent la plus grande caractéristique de nous, les modernes, les Occidentaux, pour résumer. Et donc, il fait ce geste de dire, si on veut comprendre ce que sont les sciences, il faut aller voir comment les scientifiques travaillent. Et ça, moi qui avais un passé, une formation marxiste, ça m'a semblé d'un bon sens absolu, d'un bon matérialiste, d'aller voir comment les gens, comment les scientifiques travaillent. Et donc, les conditions d'existence et les conditions de production de la science. C'est ça, c'est-à-dire voir comment les pratiques qui sont les leurs, pour pouvoir dire à un moment donné, voilà un fait nouveau qui mérite d'être considéré comme un fait scientifique. Qu'est-ce qui fait... Comment on aboutit à ça? Et donc, il est parti dans un laboratoire, le laboratoire de Guillemin au Salk Institute aux États-Unis, qui est un laboratoire qui travaillait à l'époque sur les endorphines, et donc qui va identifier l'hormone de croissance, qui lui vaudra plus tard à Guillemin, mais bien quelques années plus tard, le prix Nobel de médecine. Mais ce n'était pas le cas à l'époque. Et donc, Bruno va voir comment les scientifiques travaillent. Il va lui-même, d'ailleurs, faire un travail de technicien de laboratoire. Il dira toujours qu'il était très mauvais technicien, mais effectivement, dans ce laboratoire, on assassinait des dizaines de milliers de grenouilles ou de rats pour essayer de purifier et d'identifier ces fameuses endorphines, ce domaine qui va devenir si important en biologie, et il participe donc il regarde comment les scientifiques travaillent. Et à partir de cet examen de comment les scientifiques travaillent, il va commencer son œuvre. Et c'est vrai que dans l'œuvre de Bruno Latour, examiner comment les sciences travaillent, c'est quelque chose qui va être considérable, puisqu'ensuite il va faire de l'histoire des sciences en s'intéressant à Pasteur. Et il va lire, par exemple, tous les cahiers de laboratoire de Pasteur, et il va montrer comment Pasteur travaille, comment Pasteur, dans son laboratoire, rencontre la question des microbes et impose ensuite dans la société la question des microbes comme des êtres auxquels on a affaire et qu'on est obligé de penser pour penser la société. Alors, ce qui me semblait intéressant, c'était pas de prendre prendre l'œuvre de Latour tout court, quelque part. Alors, ce qui m'intéressait, c'était aussi qu'il y avait comme Latour a écrit après sur beaucoup de sujets, hein, après il a fait une enquête sur le droit, comment fonctionne le droit, il avait passé 1 an au Conseil d'État pour examiner comment fonctionne le droit. Après, il a passé... comme ça, les enquêtes se sont succédées tout au long de son œuvre, et en même temps, il a élaboré des notions conceptuelles qui lui permettaient à chaque fois de donner un peu le contenu
du champ qu'il venait d'examiner. Et ce qui aboutit à la fin de sa vie à une œuvre qu'il a toujours considérée comme son œuvre principale, qui est l'enquête sur les modes d'existence, dans laquelle il reconstitue tout ce travail d'enquête fait sur la politique, sur la religion, sur le droit, sur les sciences, etc., et qui reconstitue d'une manière générale, et qui va être pour lui quelque part son œuvre maître. Alors, ce qui m'intéressait, c'était je ne pouvais pas simplement raconter cette histoire-là de manière plate, il fallait le faire en contraste avec l'œuvre d'Isabelle. C'était la seule manière d'en faire quelque chose qui ne soit pas un simple exercice pédagogique. Parce qu'effectivement, le rapport entre Isabelle et Bruno, c'est une amitié, mais c'est pas une amitié au sens psychologique du terme. Je crois que ce serait une erreur de prendre le mot amitié, qu'on a pris évidemment chez Deleuze, avec le titre, mais ce n'est pas une amitié au sens psychologique du terme. Bien sûr, Isabelle et Bruno, je pense, avaient des bons rapports. Parfois, c'était un peu mouvementé. Bruno disait souvent, Isabelle est la seule qui m'a fait pleurer régulièrement. Bon, donc, je n'ai pas forcément assisté aux séances où Isabelle... Ouais, il m'a fait râler. Voilà. Mais il m'a fait râler. Quand il s'entêtait, alors que je croyais l'avoir fait bouger. C'est amitié au sens de Deleuze. Deleuze dit quelque chose de très joli sur l'amitié au début de « Qu'est-ce que la philosophie ?» Il dit ceci, je crois que ça s'applique bien à eux. Il dit il est d'autant plus difficile de savoir ce que signifie « ami », même et surtout chez les Grecs. Ami désignerait-il une certaine intimité compétente, une sorte de goût matériel et une potentialité comme celle du menuisier avec le bois. Le bon menuisier est en puissance du bois, il est l'ami du bois. Donc c'est ça, c'était l'amitié entre Isabelle et Bruno, je crois que c'est toujours l'amitié en fonction de quelque chose, en fonction des objets de recherche, en fonction des centres d'intérêt qui sont les leurs. Et c'est pour ça que finalement ils ont pu être amis sans avoir besoin de rien écrire ensemble. Sinon, cette préface au livre, à la réédition d'un livre d'Étienne Souriau. Mais ils n'ont pas eu besoin d'écrire ensemble, parce que je pense qu'ils étaient peut-être pas aussi suffisamment d'accord entre eux pour écrire ensemble, ça c'est tout à fait possible. Mais parce qu'ils étaient en discussion, en débat, en controverse, et une controverse avec justement cette amitié pour le bois, qui est celle du menuisier pour le bois. Alors, vous en avez très bien parlé l'un et l'autre. Cette amitié naît à propos d'objets. Là, il y a la question de la science, de l'autorité de la science, des pouvoirs. 3 pouvoirs de la science pour Isabelle Stengers. 2, effectivement, la science telle qu'elle se fait pour Bruno Latour. Alors, on voit ce qui vous rapproche. Mais qu'est-ce qui se passe dans vos conversations sur cette question précisément de l'autorité de la science, de ce grand partage, de cette coupure épistémologique? Est-ce que vous apportez beaucoup de choses aussi à ce moment-là à Bruno Latour, parce que vous avez une connaissance aussi de l'intérieur, si je puis dire, de la pratique scientifique en tant que chimiste de formation, et vous apportez aussi des concepts, avant qu'on ne parle de cette intrusion de Gaïa, vous introduisez quand même des concepts aussi, des idées. Vous êtes en dialogue avec Bruno Latour sur la question des sciences, notamment à travers la question de la cosmopolitique, des diplomates, mais aussi bien avant, à l'intérieur même de son travail. Qu'est-ce qui vous séduit et qu'est-ce qui diffère pour vous à ce moment-là? Mais je crois que, commençons par le début, puisque ce début a tout de même duré jusqu'au début des années 90. Donc c'était une inquiétude de ma part. Il n'y avait rien qu'il disait que je disais non, tu ne sais pas, tu n'as pas pensé à ça, je vais t'amener ça. Donc j'avais rien à lui apprendre qui lui manquerait. C'était la manière dont il le disait, dont je me disais, elle est dangereuse. C'est-à-dire qu'il prétend que ses seuls ennemis sont les épistémologues. Or, moi, les scientifiques tels que je les connais, je sais qu'ils ne seront pas contents. Et ils ne seront pas contents parce qu'on les décrit peut-être bien, mais il manque qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qui est une réussite pour eux, qu'est-ce qui compte pour eux. Et pour moi, c'était important, non pas parce que je voulais faire assaut d'anthropologie, c'est parce que je voulais faire la différence entre certaines sciences pour qui on peut voir ce qui compte, parce que c'est important, effectivement, et c'est l'objet de leur controverse, c'est de ça qu'ils discutent, et d'autres sciences où on a plutôt l'impression que c'est faire de la science qui compte.
c'est-à-dire suivre une méthode objective, etc. Et moi, je voulais faire la différence entre ces deux types de sciences, que j'appelle les sciences vivantes et les sciences méthodiques. Parce que c'était un des problèmes de, quand on dit la science avec un grand S, c'est qu'on confond les sciences. Et c'est les sciences méthodiques qui, me semble-t-il, avaient justement avantage à se définir contre l'opinion. Or, Bruno, il voyait son problème, et Bruno, il faut le dire, j'ai appris au début, j'étais juste un peu frustrée, je ne comprenais pas ce qu'il ne comprenait pas. Il me dit toujours, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas ce qu'il ne comprenait pas, donc on était plutôt en position de frustration réciproque, ce qui n'empêche pas l'amitié, au contraire, ça accroche. Mais la question était, pour lui, ne pas retomber dans l'épistémologie. Or, il voyait bien que je voulais lui dire, il y a des sciences qui valent le coup, et il y a des sciences qui ne valent pas le coup. Et il faut faire la différence. Et pour lui, ça voulait dire créer une ligne de démarcation entre le bon et le mauvais, et ça, c'était tomber dans l'épistémologie. Et donc, Bruno était quelqu'un qui avait pris des engagements envers lui-même. Ne jamais retomber dans l'épistémologie, par exemple, c'était un engagement. Ne jamais dénoncer, sauf l'épistémologie. Comment dirais-je, donc, il avait des contraintes, et tant qu'il ne voyait pas comment ces contraintes lui permettaient de formuler ce que je voulais qu'il formule, il préférait dire « je ne comprends pas ». Et très curieusement, après j'abandonne parce qu'on lance, c'est Vinciane Després qui a débloqué le truc. Vinciane Després, dans son premier livre, commentait l'invention des sciences modernes, où j'avais vraiment mené un assaut sur Latour en disant beaucoup de bien de lui, et puis en disant voilà ce qui ne va pas, enfin voilà ce qui manque, et il n'avait pas compris. Tu nous avais réunis, Philippe, sur une scène, et tu lui avais demandé, ça c'était pas une bonne formulation, mais alors Bruno Latour, depuis qu'Isabelle Stengers qui a écrit l'invention des sciences modernes, où en êtes-vous? Depuis, comme si. Et elle dit, elle n'a pas fait de terrain, vraiment le truc, il n'y a que le terrain qui compte. Alors je lui dis, mais enfin Bruno, je parle des trois petits cochons, c'est un terrain ça. Donc on en était à des plus, enfin, on ne s'est pas fâché du tout, mais c'était bloqué. Et Vinciane parlait sur son terrain, elle avait fait un terrain, elle employait l'invention des sciences modernes dans le sens que j'employais. Et là, le franc de Bruno est tombé. Et quand le franc de Bruno tombait, on n'avait pas besoin de se souvenir de le temps qu'il n'avait pas compris. On était d'abord heureux d'avoir été pour quelque chose dans le bon formidable qu'il faisait. Donc, mon rapport à Bruno était avant tout expérimental. Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Et parce que je savais que si quelque chose marchait, ça allait faire du nouveau super intéressant. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a eu affaire à un Bruno libéré de tas de choses, parce que ces contraintes étaient d'accord avec cette progression assez fulgurante. C'est ça, c'est non seulement pas simplement comment les sciences, voir comment les scientifiques travaillent en laboratoire, mais c'est aussi la question qu'il soulève après vos observations d'une certaine manière, c'est comment effectivement bien parler des sciences avec, là pour le coup, l'usage de nouveaux concepts qui venaient de votre part. Comment, parce qu'on est obligé d'y arriver assez rapidement, parce que ça vient des sciences, mais aussi des techniques, comment Bruno Latour et Isabelle Stengers en arrivent, si je puis dire. Isabelle Stengers, vous parlez dans votre livre de l'événement OGM, avant même l'événement, ces organismes génétiquement modifiés, mais avant même l'événement Anthropocène. Comment petit à petit l'écologisation du questionnement de Bruno Latour s'opère à travers les sciences et les techniques, et comment ça se fait de manière concomitante ou pas, ou en accord ou en désaccord avec Isabelle Stengers, pour venir à cette question et à cette
à ce moment important dans la deuxième partie, ou tout compte de la vie philosophique et même presque politique de Bruno Latour, à partir de ses conférences intitulées Face à Gaïa. Je crois que tout le travail que Bruno avait fait sur les sciences en train de se faire, comme il disait toujours, c'est-à-dire les pratiques scientifiques, l'avait bien préparé quelque part à aborder la question de l'écologie. Ça l'avait bien, parce que on a souvent en France dit Bruno Latour est un relativiste, c'est-à-dire en gros il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de rationalité pour Bruno Latour, mais pour lui simplement c'est les scientifiques qui se mettent d'accord entre eux pour dire ça c'est de la science, ça c'est vrai, ça c'est faux, etc. Ce qui n'a jamais été les positions de Bruno Latour, absolument pas. Ça c'est la position qu'il a combattue toute sa vie dans le monde anglo-saxon, parce que c'était une position qui était plutôt celle de ses collègues de ce qu'on appelait les STS, les Sciences et Techniques Studies. Et là, il a tout de suite été effectivement contre ces positions-là. Pour lui, les sciences n'étaient pas le résultat, les découvertes scientifiques n'étaient pas le résultat d'un accord entre les scientifiques. C'était ce que Bruno tout de suite a mis en scène, c'est que les scientifiques faisaient exister, et ça c'est très tôt dans son œuvre, des êtres qui n'étaient pas des êtres humains, mais qui faisaient exister et qui dépendaient. C'est pour ça que le travail de Pasteur est très important pour lui. Pasteur fait apparaître des êtres nouveaux qui n'existent pas avant lui, qui sont les microbes. Et Pasteur, grâce au laboratoire, fait apparaître des êtres nouveaux avec lesquels il va falloir faire, avec lesquels il va falloir négocier, agir, lutter éventuellement, coexister, etc., qui sont ces êtres-là. Mais ces êtres-là aussi sont des êtres qui existent indépendamment des chercheurs et qui s'imposent aux chercheurs aussi. Il y a une espèce de symétrie entre la façon dont les chercheurs découvrent ces êtres-là qui existent et le reste. Donc, pour Bruno, les sciences multiplient les acteurs. Je crois que c'est très important chez lui, multiplient les acteurs possibles. Et une découverte scientifique, c'est souvent une découverte d'un nouvel acteur, comme qui vient compliquer et qui vient rendre la vie sociale plus riche aussi. C'est pour ça que pour lui, il n'y a pas la société. La société, pour Bruno, est toujours en construction. C'est toujours une société sans les microbes, disait-il souvent, avant Pasteur, n'est pas la même chose qu'une société avec des microbes. C'est plus la même société. Parce que quand vous êtes dans une société où il n'y a pas de microbes, vous les connaissez, vous en ignorez totalement l'existence, ben vous vous comportez pas de la même manière dans les rapports. Et la médecine n'est pas la même, et vous ne vous comportez pas de la même manière dans vos relations même humaines. La pandémie, si on ne savait pas ce que c'est les virus, aurait été traitée autrement. Donc ça vient compliquer, effectivement, la société. Une société avec des microbes n'est plus la même. Et donc comme ça, les sciences peuplent la société d'êtres nouveaux en permanence. Et donc, quelque part, ça l'avait bien préparé à penser Gaïa et à penser l'écologie, parce que finalement, l'écologie, c'est la prise en compte de tous ces êtres avec lesquels nous interagissons. Nous ne sommes pas seuls au monde, comme on pourrait dire. C'est-à-dire, on est dans des interactions permanentes, et la notion de Gaïa, qui a été proposée par Lovelock, scientifique anglais, et Lynn Margulis, une biologiste également anglaise ou américaine, je ne sais pas, américaine, et c'était effectivement le fait que nous sommes tous des êtres. Et c'est ça qui va être la dernière phase du travail de Bruno. Nous sommes dans un monde où tous les êtres sont dépendants et en relation les uns des autres, avec ce grand changement qui est qu'il n'y a pas une nature, comme disait toujours Bruno, immobile derrière nous et devant lequel les humains s'agitent et font de l'histoire. Nous faisons de l'histoire en interaction permanente avec des êtres qui viennent de la nature et qui sont des êtres qui existent parmi nous et avec lesquels nous devons faire le climat, l'air que nous respirons ou autre, et avec cette grande transformation aussi qui est bien pensée par la notion de Gaïa, qui est le fait que non seulement les êtres vivants subsistent dans le milieu en s'adaptant à leur milieu, théorie de l'évolution, mais ce monde dans lequel vivent les êtres vivants est fabriqué par les vivants eux-mêmes. Et vous aimez bien l'exemple de l'oxygène. L'oxygène, au départ, est un déchet produit par certains êtres vivants, et de déchets produits par les premiers êtres vivants qui ont peuplé la Terre, l'oxygène devient un smog, et qui pour eux était un élément dangereux pour pouvoir continuer à vivre, devient un élément
d'un seul coup qui nous permet à d'autres vivants de se développer et qui donc c'est les vivants qui fabriquent aussi l'environnement dans lequel ils vivent. Et donc Gaïa, c'est quelque part, et ça je crois un point commun entre Isabelle et Bruno, même s'il y a des différences dans cette conception, c'est que Gaïa nous plonge dans un monde qui n'est pas extérieur à nous, mais qui est un monde que nous fabriquons et dans lequel nous co-fabriquons ce monde dans lequel nous sommes. Enfin, Isabelle pourrait peut-être expliquer mieux que moi cette différence-là. Et surtout, oui, et puis comment pour vous ce passage s'opère, puisque il passe, on a évidemment, mais c'est de mon fait, on a sauté volontairement quelques étapes, mais c'est vrai qu'il y a cette grande, ce qui le conduit à cette question écologique, c'est bien entendu son rapport aux sciences et aux techniques, et ces non-humains, ou ces autres qu'humains, ou ces actants qui sont aussi des acteurs, donc c'est aussi bien les microbes, mais c'est aussi les objets techniques, hein, puisqu'il a fait quelques livres importants consacrés précisément à ces objets techniques, mais c'est aussi ce qui le conduit à ça, c'est cette critique de la modernité, ce qu'il appelle les modernes, et ce livre qui s'intitule, qui proclame que nous n'avons jamais été modernes, puisqu'au fond, il y aurait donc eu cette fameuse bifurcation, ce grand partage entre science et opinion, alors que sujet-objet, alors que finalement, nous cessons de composer avec des non-humains. Est-ce que c'est comme ça que comment vous le percevez, ce moment-là, comment vous le vivez? Non, moi j'ai vécu, nous n'avons jamais été modernes, avec une certaine frustration. Mais ça a été le début d'une transformation. Je crois qu'il devait, enfin, pas rationaliser a posteriori, mais en tout cas, nous n'avons jamais été modernes, ça s'appelle une anthropologie symétrique. Donc là, tout à coup, l'anthropologue parle de nous et des autres. Et contre l'idée que la différence, le grand partage, c'est nous avons la science, nous savons ce qu'est la nature et nous la séparons bien de la culture. Et il montre que justement toutes les sciences telles qu'il les a décrites, les réseaux scientifiques, etc., ne cessent de produire des hybrides, c'est-à-dire des choses qui sont nôtres et pas nôtres. Un virus est un hybride entre un être qui a été ramassé éventuellement dans la nature, enfin dans ce qu'on appelle nature, mais qui a été domestiqué en laboratoire et qui est devenu un être pris dans les réseaux qui nous permettent d'en faire un non-humain moderne, si on peut dire. Donc ce sont des hybrides. Et c'est après que nous purifions et nous disons il y a le vrai microbe et les instruments qui sont nôtres, qui sont nos questions. Mais au départ, c'est inséparable. Dans l'acte de faire au microbe ce qui prouvera qu'il existe vraiment, eh bien, les deux sont inséparables. Son existence et ce qu'on peut lui faire faire. Et donc, mais alors, il dit, et ça pour moi, ça allait un peu vite, les autres aussi, puisqu'ils ne distinguent pas entre nature et culture, ils vivent dans un monde hybride, donc il n'y a plus rien qui nous oppose. Donc on peut s'entendre, on peut les absorber, écrit-il même, à condition que dans le monde qu'il voulait, et à cette époque-là, il était optimiste, il pensait que les longs réseaux étaient la nouvelle matière politique. Il faudrait négocier ces réseaux et ce qu'ils font, mais surtout pas les interdire, surtout pas dire ici, vos réseaux n'entreront pas. Et je me suis dit, mais c'est de nouveau du colonialisme. On a de nouveau des interdits envers des peuples dont les êtres n'ont pas envie, s'opposent à ce qu'on creuse une mine là, parce que c'est un lieu sacré, etc. Donc, j'ai été assez critique là-dessus. Ça m'a fait écrire Cosmopolitique, où un cri qu'il faut entendre, c'est si vous détruisez ça, si vous décidez ça, vous nous détruirons. C'est-à-dire, la vie des mondes sont en jeu dans la manière dont on prolonge les réseaux. Et là, Bruno l'a accepté.
Bruno a accepté cosmopolitique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il s'est mis à moins parler de l'invincibilité, de l'allongement des réseaux qui nous permettent d'aller partout. Parce que finalement, c'était une manière très, très pragmatique et réaliste de parler du capitalisme et du colonialisme, mais ce n'était pas une manière très symétrique. Oui, je comprends. Il y a ceux qui soupissent et ceux qui allongent. Donc ça, là j'étais... Mais là, là, on peut dire, ce cri, et il a repris cosmopolitique et il a repris diplomate, qui étaient les personnages que je chargeais d'incarner ce cri, c'est-à-dire d'incarner l'idée que c'est éventuellement une question de paix possible et de guerre logique. C'est la guerre si vous faites ça. Donc, il y a la notion de cosmos aussi, qui dans la cosmopolitique, par rapport à l'ancienne, si je puis dire, ou la philosophie politique des modernes, avec les types kantiens, même de projets de paix perpétuelle, etc., la cosmopolitique intègre le cosmos, là, au sens, pour le coup, là, de ce qui n'est pas encore nommé Gaïa, mais qui va le devenir. Non, le cosmos n'est pas Gaïa, parce que Gaïa, c'est vraiment la Terre dans son historicité. Le cosmos, c'est l'inconnu. Nous croyons que nous connaissons le monde, le cosmos est plus riche. Et d'autres, donc tous les mondes connus ont pour inconnu un cosmos. Mais c'est cet inconnu, nous ne savons pas qu'il doit vibrer dans nos décisions. Donc c'était un petit montage comme ça. Mais le cosmos n'est pas simplement un monde. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant entre-temps, qui s'est peut-être passé, c'est pour Bruno, il était devenu de première importance d'amener ses collègues dans ses propres contraintes à distinguer bien construit et mal construit. Parce que nous avons l'habitude, quand nous disons c'est construit, de dire et donc on peut déconstruire. Non, la question de la construction, c'est est-ce bien construit? Et ça, il a appris à le dire en fréquentant Toby Nathan et les laboratoires d'ethnopsie. C'est-à-dire que dans les peuples fétichistes, auxquels Nathan lui a un peu donné... Alors, il faut rappeler, effectivement, c'est un ethnopsychiatre qui dirige le centre Georges Devreux. Et qui recevait surtout des migrants dont il considérait qu'ils venaient avec des problèmes qui viennent de leur origine. Souvent, ils fuyaient des obligations qui les poursuivaient. Et c'est là aussi que Bruno a pris intérêt à ces fameux fétiches, qui sont toujours chez nous des choses que nous croyons exister en elles-mêmes alors que c'est nous qui les avons construites. Donc, rivalité de causalité, alors que découvre-t-il dans les textes qu'il a lus à ce sujet, la question est, évidemment, c'est nous qui les avons construits. La question est, est-ce bien construit? Et donc, ça, c'est un problème, et ça, c'est le problème des scientifiques aussi. D'accord, c'est un fait, mais est-ce que c'est un fait bien construit? Est-ce que c'est un fait capable de témoigner pour son interprétation, sur laquelle nous pouvons nous reposer? C'est-à-dire, est-ce que ça, ce fait-là, ça prouve vraiment qu'il y a derrière un ferment vivant ou pas? Ou ça prouve rien? Donc, il y a tout, et chez Bruno, il y a eu toute une, qui est dans le mode d'existence, tout un développement de ce qu'il appelait une théorie de l'action, c'est-à-dire personne ne fait quelque chose comme sujet faisant. Non, il y a toujours des faire et des faire faire. Le microbe, qu'est-ce que le microbe fait faire à Pasteur qui veut montrer que le microbe fait des choses? Donc, on n'est jamais à l'origine de l'action. On est toujours pris, et là on retrouve les réseaux, on est toujours pris dans des réseaux où ce qu'on fait nous fait faire aussi. Et je crois que c'est à l'origine de ces modes d'existence. Quand il dit mode d'existence, c'est toujours à la fois, c'est jamais des croyances, c'est jamais des... Moi, j'attribue telle valeur à ça. Non, si j'attribue de la valeur à ça, qu'est-ce que ce à quoi j'attribue de la valeur va me faire faire en retour? À quoi ça va m'obliger? Ça, c'est un mot qui vient de moi, mais
Donc, c'est vraiment, et ça je crois que c'est très important du point de vue anthropologique pour le coup, c'est lutter contre ce fameux opposition sujet-objet. Rien n'est un sujet parce que le sujet est toujours en prise avec ce qui le fait agir, et rien n'est simplement un objet parce que justement l'objet est aussi ce qui vous force à. Et dans les modes d'existence, c'est bien de ça aussi qu'il s'agit, c'est-à-dire ce sont des modes d'existence qui sont des modes d'existence au sens concret du terme, pas des modes de catégorie au sens catégorie cognitive que nous projetons sur un monde qui s'en fout bien. Alors précisément, oui. Dire, c'est qu'il y a finalement un fil conducteur dans toute l'œuvre de Bruno et dans toute l'œuvre d'Isabelle qui est semblable, une préoccupation, disons, qui est semblable. J'ai envie de dire, en employant un terme un peu moderne, que Bruno a employé quelques fois à la fin de son existence, mais très peu, qui est une préoccupation qu'on pourrait dire décoloniale, en gros. Et depuis le début de son œuvre, Bruno, depuis sa thèse de 1975, refuse de dire il y a d'un côté des gens qui croient et de l'autre côté des gens qui savent. Le monde ne se sépare pas entre ceux qui croient et ceux qui savent. Depuis sa thèse qui est consacrée à Charles Péguy. À Charles Péguy, mais à d'autres. Et à d'autres. Et aussi depuis qu'il l'a enseigné en Côte d'Ivoire. Voilà, depuis qu'il a fait son premier travail de post-doctorant en Côte d'Ivoire, où il est allé, on l'avait chargé d'étudier dans un cadre d'un programme de la coopération, de savoir pourquoi les Ivoiriens n'arrivaient jamais à occuper des postes de direction dans les entreprises créées par les Français, et qu'ils avaient toujours des postes subalternes, et qu'il fallait trouver les raisons c'était pas très compliqué à trouver d'ailleurs, dit Bruno, les raisons, mais voilà, donc c'était ça. Donc depuis le début, et là, il y a cette idée chez Bruno que cette séparation du monde, de mettre tout le monde à égalité. Après, il va employer une autre formule qui est l'anthropologie symétrique, qui va beaucoup travailler, c'est-à-dire il faut employer les mêmes outils pour analyser les sociétés traditionnelles, par exemple celles que Descola étudie en Amérique du Sud, ou nous, les modernes, les occidentaux. Donc il faut employer les mêmes outils d'anthropologie pour comprendre les sciences ou pour comprendre la façon dont vivent les Jivaros. On a besoin des mêmes outils. Si on dit d'un côté, on a des outils particuliers parce que c'est des croyances, et de l'autre côté, on a d'autres outils parce que c'est des sciences, c'est la vérité et c'est le savoir, on est perdu. Ça, Bruno, dès le départ, dit on ne peut pas faire ça. Et je crois que ce travail-là, il se poursuit jusqu'effectivement chez Isabelle. On ne peut pas comprendre son livre cosmopolitique. C'est ça, l'axe même de cosmopolitique, c'est-à-dire comment comprendre un monde dans lequel il n'y a pas nous, les occidentaux, les modernes, ceux qui ont inventé la science et le capitalisme aussi, qui pouvons dire aux autres qui ils sont et pouvons les regrouper et les annihiler et les détruire en faisant cela. Comment et donc il y a ce point commun, et Bruno, il y aura ce point commun tout le long. Même la manière dont il étudie, par exemple, les sciences, quand il étudie, il y a un débat qui l'a beaucoup intéressé, qui est le débat entre Pasteur et Pouchet, pour savoir s'il y a la génération spontanée. Donc Bruno va là consacrer du temps. Chemise sale, voilà. D'où surgit un rat. Voilà. Eh bien, le rat est spontané. C'était un exemple caricatural, oui. Mais voilà. Donc dans le débat, le vivant naît de la crasse ou de qui le nourrit, quoi. Donc dans ce débat entre Pasteur et Pouchet, Pasteur est sorti vainqueur. Aujourd'hui, il y a plus de tout le monde pense que Pasteur avait raison, mais Bruno dit on peut pas analyser celui qui a été vaincu dans l'histoire, à savoir Pouchet, avec des outils particuliers en disant il était dans les croyances, il était surdéterminé par son milieu social, etc. Et Pasteur, on va utiliser d'autres outils d'analyse, il était dans la vérité, dans la science, etc. Donc il faut employer les mêmes outils pour analyser les deux. Et pour comprendre comment Pasteur sort vainqueur de cette controverse, il faut le rendre compte de cette victoire de Pasteur avec les mêmes outils pour analyser, donc toujours cette idée de symétrie, mais qui s'applique au monde entier aussi, qui s'applique à l'univers, qui s'applique à toutes les cultures. Et c'est pour ça que dans son dernière œuvre, ça poursuit tout le long, c'est très important. Mon livre était aussi destiné à s'opposer à ça, à s'opposer à un mauvais héritage, une mauvaise manière d'hériter de Bruno. C'est l'enquête sur les modes d'existence, qui nous dit comment fonctionne le droit, les sciences, la religion, la politique, qui essaie de reconstituer les spécificités de ces êtres particuliers que font exister la science, la
la politique, la religion, les techniques, etc. Bruno dit, c'est pas une vision. Certains ont dit, Bruno a fait comme Hegel. Il a voulu faire une espèce de phénoménologie générale du monde, absorbant tout. Non, pas du tout. Le sous-titre du livre est très important, c'est une anthropologie des modernes. C'est-à-dire, Bruno parle de nous, les modernes. Parce que si on ne sait pas, avec un souci permanent qui était de dire, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne savons pas parler de nous, et donc nous nous présentons aux autres d'une manière monstrueuse et qui les détruit. Et donc, il faut que nous apprenions à bien parler de nous, ce qu'Isabelle disait, bien parler des sciences, pour pouvoir ensuite aller voir les autres cultures, considérer les autres civilisations, en étant capable de nous présenter correctement. C'est-à-dire en faisant de la place. C'est-à-dire en laissant de la place aux autres. Et c'est là que les travaux à la fois de Bruno et d'Isabelle ont ce point commun, ce souci, j'ai envie de dire, décolonial, d'une manière générale, qui parcourt toutes leurs œuvres et qui anime beaucoup, je pense, Isabelle, peut-être beaucoup plus clairement encore que Bruno, parce que Bruno, finalement, est tellement capté par ces modernes, il est tellement capté par eux qu'il en oublie les autres, souvent, parce que ces modernes, finalement, il les trouve fascinants, il les trouve extraordinaires, il les trouve géniaux, les scientifiques, et il fait leur éloge, parce qu'il dit, mais ils sont formidables. Et Bruno aimait les sciences, il ne faisait pas de la critique des autres, il aimait les sciences, il aimait les scientifiques, et quelquefois, il fait tellement leur éloge qu'il en oublie, qu'on a tendance à penser qu'il en oublie les autres. Non, ce souci de dire, il faut bien parler de nous, pour bien nous présenter aux autres, et pour entrer dans une... C'est pour ça qu'il va reprendre la notion de diplomatie, que Isabelle, évidemment, a avancé dans Cosmopolitique. Il va reprendre cette notion, c'est-à-dire que comment on entre, maintenant que nous savons bien, grâce à Bruno Latour, qui nous sommes, nous, les modernes, qui ne sont pas des gens qui sont dans le savoir alors que les autres sont dans la croyance, mais qui avons mélangé les choses autrement, comment nous allons pouvoir engager la discussion. Et c'est effectivement, et ça c'est très important dans le moment où nous entrons, puisque nous entrons dans un moment, l'arrivée, le surgissement de Gaïa, où l'ensemble du monde est menacé parce que justement, par les modernes, c'est les modernes qui menacent le monde parce qu'ils ont fabriqué. Qu'est-ce qui a fait que les modernes, qu'est-ce que nous avons inventé, qui fait que le monde entier est menacé et que nous menaçons l'ensemble des autres civilisations et cultures? Alors c'est ça, en effet, donc depuis l'intrusion de Gaïa, l'expression est d'Isabelle Stenger, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle voulait intituler le livre que vous avez édité en 2009, qui s'appelle « Au temps des catastrophes ». Effectivement, Bruno Latour n'a cessé de penser de nouveau, ce qu'il appelle lui le nouveau régime climatique dans lequel nous vivons, là, avec ce texte Face à Gaïa à Paris en 2015, car on a changé de monde, nous sommes entrés dans un autre moment, effectivement, celui de l'Anthropocène, on n'habite plus la même terre. Que se passe-t-il pourquoi cette intrusion de Gaïa? Pourquoi avez-vous l'un et l'autre besoin de recourir à ce qui est aussi un mythe pour penser la question écologique? Et que pensez-vous aussi de ces... Puisque nous arrivons non pas à la fin, mais on va laisser aussi quelques moments au questionnement, j'imagine, aux interrogations, aux remarques. Que pensez-vous aussi de ces derniers travaux, jusqu'à même des textes qui pourraient prendre la forme d'un manifeste, mais qui ne sont qu'un mémo sur la nouvelle classe écologique? Et pourquoi vous avez besoin l'un et l'autre de Gaïa? Et est-ce que les outils, après ce moment-là, développés par Bruno Latour, sont pour vous, en quoi ils sont encore intéressants, féconds pour la période que nous traversons? J'ai écrit Au temps des catastrophes il y a un certain temps. Ça ne veut pas dire que c'était ignoré à l'époque. Au contraire, je crois que ça a régressé entre-temps. Enfin, c'était en 2009, je crois. Juste, c'est celle qui me... Et je crois que, et ça j'avais appris d'autres intérêts qui sont les miens, notamment la ritualité des sorcières néo-païennes, ça c'est mon côté, etc., que nommer est important. Nommer change notre rapport à ce qui est nommé. Si par exemple je dis le système Terre, qui serait un autre nom pour les modèles issus du GIEC, dont je parle en fait dans ce livre, mais si je disais le système Terre est, qu'est-ce que je vais dire? C'est d'autres mots scientifiques qui vont suivre.
Si je dis Gaïa est chatouilleuse, je dis exactement la même chose, c'est-à-dire le système Terre décrit un système qui est sensible à des perturbations et qui peut se transformer assez brutalement, et c'est ce que nous vivons. Oui, mais dire elle est chatouilleuse, c'est dire autre chose. Mais ça veut pas dire Gaïa, c'est comme Pachamama. Je voulais surtout pas nommer sur un mode qui englobe toutes les autres divinités qui ressembleraient. Ah, ça y est, nous ne savons pas nous adresser à Pachamama. Nous avons perdu l'art de nous adresser. Par contre, Gaïa, elle nomme bien des gens qui sont de culture anciennement grecque, c'est-à-dire déesse de la terre et assez redoutable, pas une bonne mère du tout, hein, et pas psychologique pour un sou, mais aussi quelque chose qui a été nommé par Lovelock, sans mythologie, comme justement cet agencement de puissance et de vivant, de force et de vivant qui fait la terre habitable. Et dire Gaïa est là pour rester, c'est autre chose que de dire le système Terre est un fait. Non, Gaïa est là pour rester, c'est-à-dire que nous ne pourrons plus jamais oublier que avec quoi nous vivons est sensible à nos actions. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est donc réfléchi, à la fois pour dire notre différence d'avec les peuples qui ont gardé un rapport de respect et de prudence par rapport à la terre et à leur milieu, et nous qui avons perdu tout rapport de prudence et de respect, etc. Nous les imprudents, nous les apprentis sorciers, mais nous aussi qui avons fabriqué des modèles, le vlog, qui nous permettent de savoir ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire que c'est pas une mauvaise passe, c'est pas une crise. Tout notre avenir est lié à Gaïa. On ne cesse de l'oublier. L'Ukraine, c'est plus important, Gaza, c'est plus important, etc. Pendant ce temps-là, Gaïa continue à s'éveiller et à bouger de plus en plus. Et je crois que Bruno avait aussi cette anxiété, la facilité avec laquelle on peut mettre de côté. Oui, on s'en occupera en temps utile, mais le temps utile, il est déjà derrière nous, hein. Oui, il faut rappeler que Gaïa, c'est une déesse de l'Antiquité. C'est pas une déesse, c'est une divinité chthonique, c'est-à-dire de la terre, qui vient avant les divinités qui peuplent l'Olympe. Hein. C'est la divinité. C'est pas une divinité qui habite l'Olympe avec Jupiter, Apollon, Héra, Athéna, etc. Elle n'est pas dans l'Olympe. C'est une divinité d'avant, une divinité primordiale que les Grecs respectaient, mais qu'ils n'intervenaient pas dans leurs affaires, comme les divinités de l'Olympe. Et donc c'est une une divinité très particulière. Et alors c'est important qu'Isabelle l'ait proposé, Gaïa, bon, d'une certaine manière, c'est pas surprenant. Mais que Bruno l'ait repris, ça c'est très important. Parce que si Bruno a repris Gaïa, il savait qu'il semait le trouble en reprenant Gaïa. Et il admettait de semer le trouble. Parce que c'est une notion qui est très controversée chez les scientifiques. Et elle est très controversée, pourquoi? Parce que quand Lovelock, ce scientifique un peu marginal, un peu bizarre, anglais, à la fois qui prétendait travailler tout seul comme un savant fou dans son garage, etc., mais qui en fait était lié à toutes les institutions scientifiques, la NASA, etc., et financé par toutes les institutions, qui était sans doute le scientifique le plus connecté qu'on puisse imaginer dans le monde, et qui s'intéressait, et que Bruno, il s'intéressait essentiellement à la pollution. Qui est l'inventeur de machines à détecter sous des formes extrêmement faibles les polluants que nous fabriquons. C'est ça le travail de truc. Et quand il propose la notion de Gaïa, il réintroduit la notion de vie dans les sciences qui voulaient se débarrasser de cette notion de vivant. C'est d'écrire une terre vivante. Alors, quand Lovelock propose la notion de Gaïa, ça provoque, et ça c'est intéressant que Bruno l'ait repris, parce que ça provoque une espèce de tremblement de terre général. C'est-à-dire, les biologistes de l'évolution sont horrifiés, parce que la Terre n'est pas un organisme vivant, ce que veut dire quand on parle de Gaïa, parce qu'elle ne se reproduit pas.
Non, elle ne rencontre pas la Lune pour fabriquer des petites planètes. Donc, pour eux, c'est monstrueux comme notion. Et donc, c'est une notion, par contre, qui va intéresser des milieux très divers. Effectivement, des gens qui n'emploieront pas toujours la formule, mais qui s'intéressent au système Terre, mais qui, derrière le système Terre, vont mettre le même sens que Gaïa pour Lovelock. Mais ça va intéresser le New Age américain aussi, toute une série de gens qui travaillent dans les domaines de la sagesse, de la philosophie, etc., et qui vont épouser cette notion de Gaïa pour décrire les transformations du monde auxquelles on est en face. Et je crois que la richesse de la notion de Gaïa, c'est justement qu'elle est provoqué autant de révoltes et de la part de scientifiques bien installés, mais d'autres qui l'ont adopté. Et c'est cette espèce de caractère mouvant de la notion qui peut circuler comme ça entre des philosophes l'ont adopté aussi, que des gens du New Age l'ont adopté, que des milieux aussi divers l'aient pu adopter. Ça fait la richesse et l'intérêt de la notion. Elle est déstabilisante, et elle est déstabilisante pour tout le monde. Et que Bruno l'ait pris, si Bruno l'avait pas pris, il n'aurait pas fait son entrée dans le domaine de l'écologie. Il serait resté un philosophe qui parle d'écologie comme il y en a d'autres. Mais parce qu'il a pris la notion de Gaïa, il l'a pris vraiment à bras-le-corps, puisqu'il en a fait le titre d'un de ses livres, de ses conférences, qu'on fait un livre face à Gaïa. Là, d'une certaine manière, il était à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un philosophe, comme les philosophes importants, comme l'ont été avant lui Michel Foucault ou autres. C'est-à-dire, il a été à la hauteur d'une philosophie qui compte. Et je crois que donc c'est important de saluer ce nouveau geste de Bruno. Autant on a parlé du premier geste de Bruno, qui était de dire, si on veut parler des sciences, il faut aller voir comment les scientifiques travaillent, et pas d'une épistémologie abstraite qui résonne sur la rationalité, la raison en mouvement. Là, il fait en prenant Gaïa, il fait ce dernier geste de son parcours, ce dernier geste qui est sans hésitation. Il le fait sans hésitation parce que ça vient troubler, là encore, toutes les séparations, croyances, savoir, etc. Et ça une notion qui fout un peu la merde, quoi, quand même. Oui. Je crois vrai. Comme on le sait, Bruno était d'origine catholique et voulait se penser catholique, même si il n'était pas, comment dirais-je, pris dans la lettre de la foi. C'est un libre catholique, je dirais. Mais je crois que la notion d'âme lui était importante, à sa manière, chaque fois, à sa manière. Et je crois que pour lui, notre âme à nous, moderne, était engagée dans le fait de bien se présenter et de laisser de la place aux autres. Et je crois que de la même manière, quand j'ai jamais vu quelqu'un qui soit personnellement aussi impliqué dans Gaïa que lui. C'était vrai, c'était une préoccupation existentielle pour lui. Que pouvons-nous faire? Et même, que puis-je faire? Il était vraiment chargé de quoi il ne le savait pas, mais en tout cas, c'était au premier rang de ce qui faisait apporter sa vie. Et je crois qu'il y a pensé jusqu'au bout. Jusqu'au bout, d'ailleurs. Ces 3 derniers livres sont écrits dans l'urgence, puisqu'il était déjà malade quand il a écrit « Où atterrir », je crois. C'est ça, oui. Où atterrir, où suis-je, et puis le mémo sur la nouvelle classe écologique. Et ça a été des livres écrits sous l'ombre de la mort, mais aussi de l'urgence. De l'urgence de continuer à lutter, même à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il prend des étudiants, qui prend ses derniers étudiants, d'une certaine manière, il les fait travailler sur ce sujet. Il a une étudiante, Deborah Bucci, qui est une spécialiste qui travaille sur la Grèce ancienne, qui est une historienne, anthropologue de la Grèce ancienne, et il l'a fait travailler sur le thème de Gaïa dans les représentants, la culture antique grecque. Il a fait travailler un historien des sciences qui est Sébastien Dutreuil, son livre va sortir, sur justement le type de controverse que la notion de Gaïa a introduite dans les domaines scientifiques, dans la culture. Il a fait travailler tout le monde sur cette notion de Gaïa parce qu'il activait les choses, quoi, il activait les feux. Mais pas seulement ça, il a passé, tant qu'il pouvait encore le faire, il a fait, cette fois-ci, c'était pas comment bien décrire, mais comment, un vrai labo, quoi. Comment susciter les affects politiques chez des gens qui sont soit écrasés par l'anxiété, soit indifférents, soit cyniques, etc. Comment
activer ceux sans qui on est foutu. Et il s'y est mis à toute petite échelle, mais avec une passion extraordinaire. C'est ça que je veux dire. Il a vraiment consacré tout ce qu'il avait de force à cette question. Oui, jusqu'à la question effectivement de la géopathie, de cette empathie effectivement avec la Terre qu'il a sur la fin effectivement travaillé, commencé à mettre un peu en laboratoire. Mais il y a Gaïa, mais autre élément qui trouble dans le genre, on pourrait dire ça comme ça, et même dans le genre de l'écologie, c'est ce que Philippe Pignard appelle son grand amour de la fin de sa vie philosophique pour l'écoféminisme que vous avez vous-même travaillé, abordé, notamment avec et à partir de Starhawk. Qu'est-ce que vous avez pensé de son rapport à l'écoféminisme, avec notamment une de ses étudiantes, je crois que c'était une de ses étudiantes, en tout cas il a relu le manuscrit qui va sortir d'ailleurs je crois en janvier, qui s'appelle Émilie H, qui avait notamment réuni aux éditions Cambourakis tout un corpus de textes écoféministes, et qui va sortir un livre à la découverte qui s'appelle De la génération, je crois que c'est ça, prochainement, et qu'il a relu, c'est un des textes qu'il a vraiment relu jusqu'à la fin de sa vie. Qu'est-ce que ça fait? Et puis on parle là de la question politique et de la nouvelle classe écologique. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir, sauf que peut-être que c'est l'édition de Starhawk qui a été au début de la trajectoire écoféministe d'Émilie, donc quelque part, alors je suis dedans, mais faut dire quoi? Qui est Starhawk? Starhawk, c'est donc Starhawk est une Californienne de San Francisco et qui a participé pleinement au premier âge de l'écoféminisme, le seul vrai, l'activisme, et notamment contre le réarmement nucléaire. On est sous Reagan. Et elles se sont nommées, ce groupe, et l'écoféminisme a été une étiquette pour beaucoup de groupes qui s'activaient ainsi et qui mettaient leur corps en jeu et qui tentaient des rites pour trouver le pouvoir à la fois de résister aux fauteurs de guerre, mais aussi pour résister au désespoir et à l'aquabon. Et c'est en ce sens que c'est profondément contemporain aujourd'hui. Comment résister au double sens du terme, résister aux faiseurs de bassines, par exemple, pour prendre juste un petit exemple, et au désespoir, à l'aquabon. C'est pas 3 bassines en moins qui nous sauveront. Or, l'écoféminisme a été, comment dirais-je, quand le féminisme est devenu académique, a été banni comme spiritualiste et essentialiste. Et maintenant, il revient. Et Émilie H, avec qui Bruno a beaucoup travaillé et qui connaît parfaitement ce que Bruno fait, est une de celles qui l'ont fait revenir en écrivant Reclaim et dans sa thèse. Donc maintenant, il revient, c'était ça mon projet d'ailleurs, il revient, parce que ça je ne sais pas si ça aura lieu en Amérique, mais c'est l'académie, l'université qui l'a détruit, l'écoféministe. Mon projet revenant en Europe, ça a été, l'université fera renaître l'écoféminisme. Et bien, donc, je l'ai enseigné à mes étudiants, ça marche. Et Émilie H a eu sa thèse d'habilitation là-dessus, et ça marche. Donc je crois que Bruno a véritablement vu là non pas tellement par Starhawk, mais l'écoféminisme comme quelque chose qui est peut-être une de ces forces sans lesquelles on ne peut pas, en tout cas on ne peut pas faire d'économie sur le type de force dont on a besoin pour résister, pour vivre à travers ce qui va nous venir. Et je crois que effectivement, il n'aura pas eu le temps de voir sa thèse, il n'aura pas eu le temps d'en dire l'importance, mais c'est aussi la première fois qu'il s'intéresse à quelque chose qui vient de l'horizon
femme féministe. Jusqu'ici, il était entouré beaucoup par des hommes. Et ce qu'il aimait, le monde occidental qu'il aimait tout en etc., était un monde d'hommes. Et tout à coup, je crois qu'il a trouvé son chemin vers le monde des femmes. Écoutez, c'est... Oui. Effectivement, il s'agissait de tirer toutes les fils à partir de ce qu'est l'Anthropocène, quoi. Comment on tire tous les fils. Et en gros, le fil que les écoféministes avec Émilie H essayent de tirer, c'est comment on a pu inventer une société qui n'avait aucun souci pour la reproduction de ses propres conditions d'existence, qui détruisait éventuellement la possibilité même de survivre. Est-ce que la société a toujours été comme ça? Est-ce qu'on a toujours vécu dans un monde comme ça? Ou est-ce qu'il y a un moment où on a abandonné effectivement le souci de ce qu'elle appelle la reproduction, la régénération, au profit d'un monde sans limite, où on pouvait tout exploiter sans limite, l'ensemble des ressources. C'est ça la question que pose l'Anthropocène. Et l'exploration des féministes, derrière Emilia, c'est tirer les fils de ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire qui fait qu'à un moment donné, nous avons inventé un mode de fonctionnement qui n'avait plus aucun souci pour la reproduction du monde et pour la reproduction des conditions d'existence de ce monde. Et là, évidemment, c'est ça, je crois, qu'elle creuse, aussi bien Geneviève Pruvot que Émilie H. Évidemment, ça ne pouvait que passionner Bruno. Ça nous oblige à refabriquer notre histoire, nos mythes, tout. Bruno Latour, qui d'ailleurs aimait dans son appartement parisien recevoir aussi ses étudiants, ses étudiantes, ses chercheurs, ses chercheuses pour mettre en discussion leurs travaux dans des moments très, très conviviaux. Une dernière chose avant peut-être qu'on laisse quelques petites questions, même si l'heure approche. Quand même, vous qui vous êtes intéressé à la politique à travers la sorcellerie capitaliste, mais pas seulement, Philippe Ignard, parce que vous dites que vous étiez un militant marxiste aussi au sein de... et même Trotsky, si je ne crois pas me tromper. Quand Bruno Latour, même s'il ne le formule pas comme ça, il le formule dans un entretien au Monde que j'ai eu l'occasion de faire avec lui, je précise d'ailleurs qu'effectivement j'ai dirigé en fait ces pages, mais je suis aujourd'hui grand reporter en charge de la vie intellectuelle, juste une petite précision comme ça. Quand il dit finalement l'écologie c'est la nouvelle lutte des classes, c'est ça qu'il dit d'une certaine manière. Donc c'est quoi? Donc il y a ce chemin des femmes ou de l'écoféminisme d'un côté, il y a aussi un chemin, alors je dis pas que c'est un léniniste vert, Bruno Latour, alors qu'il était plutôt c'est une sorte de péguiste qui s'intéressait à une sorte de socialisme très, très pro-européen, etc. Au fond, qu'est-ce qu'il dit en fait là? C'est comme une manière quand même d'essayer de peser sur les partis verts, écologistes. C'est ce qu'il dit. C'est un mémo qui est destiné à être une sorte de vade-mecum pour les partis verts ou écologistes européens. Oui, Bruno était assez désespéré par la médiocrité des Verts et du Parti écologiste en France et ailleurs d'ailleurs. Il était assez attiré par leur médiocrité. Et donc, il a essayé en permanence de leur fournir des textes, et entre autres les 3 derniers textes, Où atterrir, où suis-je, et le mémo sur la nouvelle classe écologique, étaient des textes pour essayer de susciter un mouvement de pensée dans le mouvement écologiste, et qui, à son grand désespoir, était vraiment très médiocre. Et Bruno, quand il parle de son dernier texte, qui est un texte très, j'aime beaucoup ce texte d'ailleurs, parce que c'est un texte très hésitant, hein. C'est pas Bruno Latour qui fait court et qui assume, etc., qui essaye d'expliquer pédagogiquement. C'est un texte rempli d'hésitation et de formules provisoires, sans doute. Et c'est pour ça que ce texte est intéressant aussi. Mais ce que Bruno essaye quand il parle de nouvelle classe écologique, ce qu'il essaye de dire, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est pas classe au sens de Karl Marx, même s'il y a un clin d'œil avec le manifeste du Parti communiste dans ce texte-là, mais c'est vraiment un clin d'œil assez lointain. Ce que Bruno a en tête, c'est la théorie des classes sociales qu'on trouve, la description des classes sociales qu'on trouve chez Norbert Elias. C'est-à-dire chez Norbert Elias, il y a cette notion de classe pivot. C'est-à-dire que dans l'histoire de la civilisation occidentale, il y a à un moment donné une classe sociale qui montre l'avenir.
qui montre le chemin à prendre et qui va rassembler toutes les autres, qui va, disons, créer une espèce d'alliance de classe autour d'elle, de toutes les autres qui vont être tirées par l'enthousiasme, les propositions, la foi qui existe dans cette nouvelle classe pivot, qui va donc à un moment donné transformer la société en attirant toutes les autres classes. Et Bruno dirait, il faut que l'écologie, ça devienne ça. Il faut que l'écologie devienne ce qui va tirer tout le reste. Donc quand il parlait d'une nouvelle classe écologique, c'était pas au sens marxiste de rapport de production, etc. C'était au sens... Comme la bourgeoisie l'a été, c'est-à-dire une comme sorte la bourgeoisie de classe l'a été, bien sûr, fière d'elle-même, avec ses arts, puisqu'en fait, nous avons ici même des... Et donc il s'agissait de trouver une force. C'était une construction très politique chez lui. Il s'agissait de définir une force politique autour de laquelle s'organiserait tout le reste et qui donnerait à tout le monde l'envie de se battre et qui désignerait du coup ses ennemis. Puisque ceux qui seraient donc il y aurait une nouvelle lutte des classes avec ceux qui seraient ennemis, qui ne voudraient pas suivre cette transformation. Donc c'est une vision, c'est ça que Bruno essaye de décrire, c'est son espoir d'en faire de l'écologie une cause politique qui puisse, disons, réorganiser l'ensemble Et ce qu'il voulait surtout pas, évidemment, c'était qu'on dise l'écologie, le réchauffement climatique, ça devient une nouvelle raison pour être anticapitaliste. Ça lui paraissait complètement insuffisant. Non. La cause Gaïa nous oblige à tout repenser, à repenser toute la question, et c'est ça qu'il essaye un peu de tracer en pointillé dans ce court texte, qui est le mémo dont vous parlez. Écologie, nouvelle lutte des classes, et puis on voit que, on en reviendra, on l'évoquera sans doute dans la conversation, mais Isabelle Stengers continue à travers des interventions, des livres, justement avec Emilia, me semble-t-il, non, chez Wild Project, le texte que c'est un sorte d'entretien. On est des amis très chers, donc. Mais vous, c'est l'écologie, nouvelle lutte des classes. Vous êtes proche des soulèvements de la terre. Vous les soutenez. Est-ce que au fond, là, il y a quelque chose que vous partagez là avec Bruno Latour où au fond, vous avez une manière d'intervenir dans la politique tout de même différente sur la question écologique notamment. On a des manières différentes d'intervenir parce que je crois que quand Bruno intervient, c'est vraiment toujours mûrement pensé et face à ses responsabilités. Il a charge de nos âmes. Moi pas. Moi pas. Je veux dire, j'interviens là où je sens que des gens qui sont mis en danger par mes ennemis peuvent avoir besoin d'aide, c'est tout. Je ne me prends pas pour quoi que ce soit de plus que je ne suis, et donc j'interviens quand je sens que je peux être utile. Par contre, quand j'écris, c'est vrai que quand j'écris vraiment, je sais que j'ai charge de quelque chose, mais c'est surtout charge de l'effet que je fais sur le lecteur ou la lectrice éventuelle, quoi. Est-ce que je lui fais du bien, au sens de lui donner de la force, ou est-ce que je me paye d'avoir raison sur son dos? Écoutez, vous nous avez fait du bien, là, déjà. Merci beaucoup pour ce moment de conversation. On n'a plus beaucoup de temps, mais je voulais quand même prendre, s'il y avait une remarque, une observation, une question. Peut-être qu'il n'y en a pas. Ce qui ne serait pas grave. Je vous en prie, je vois déjà deux personnes. On vous apporte un micro pour vous entendre mieux ici. Je profite pour dire qu'il y avait un écho assez important pour nous. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous dans la salle, mais pour nous aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres ? Oui, j'ai vu. Ah bah allez-y. On vous donne la parole après. Oui, rapidement une question pour Isabelle Stengers. De quelle manière la notion de Gaïa que vous avez développée avec Bruno Latour s'articule, ou pas d'ailleurs, avec le principe responsabilité d'Ancionas sur le plan moral et politique, comment nos actions peuvent contribuer à la perpétuation d'une vie authentiquement humaine et d'une responsabilité peut-être à l'égard du vivant, peut-être en résonnant aussi avec ce que vous évoquiez sur la capacité de maintenir une responsabilité, voilà, sur le vivant en général.
Merci. On va prendre monsieur puis madame. On va prendre 3 interventions et je vous laisserai répondre. Oui, avec monsieur qui lève la main. Mais bon, madame, et puis après monsieur. Oui, moi, je voulais simplement dire à madame Singer que, en fait, lorsqu'elle parle de ses doutes et qu'elle dit qu'elle ne veut pas imposer quoi que ce soit, je trouve que vous êtes la voix moyenne, ce que disait Bruno Latour, et que vous donnez de l'espoir, même si vous savez que la crise est là et qu'on va vivre des périodes très difficiles, mais vous semez des petites graines et vous faites allusion à tous ces mouvements qu'on décèle à gauche, à droite, en disant que c'est là la semence pour les générations à venir. Donc je pense que c'est important et peut-être pourriez-vous en parler un peu aussi. D'accord, merci. Monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation, ce travail. Moi, j'avais une question qui faisait écho en fait à l'introduction de Philippe Pignard, qui faisait référence à Félix Guattari en fait. Hein. La rencontre a été ouverte à l'aune du travail de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, et je voulais vous poser une question quant aux 3 écologies de Félix, qui est un ouvrage posthume, un peu à l'image des ouvrages qu'avait écrit Bruno Latour, les 3 derniers. Et comment vous pensez, alors c'est une question difficile, hein, on n'aura pas la réponse maintenant, mais comment vous pensez l'articulation de cette écologie à la fois sociale, environnementale, mentale, et dans quelle mesure elle pourrait produire de nouvelles subjectivités, quoi. Alors, je pense qu'on va déjà démarrer par ces 3-là. Principe, responsabilité, mais aussi espérance, et puis les 3 écologies de Guattari. Je ne me sens pas spécialement d'affinité envers Jonas, non pas que je vais le critiquer, simplement problème d'époque. Je ne crois pas que l'époque soit à la responsabilité au sens humaniste du terme. Je crois qu'elle est plutôt à qu'est-ce que c'est une culture de l'interdépendance et qui n'est pas simplement entre humains. Et je ne crois pas vraiment à la peur comme principe pour se soulever. Je crois que de la peur, on a. Et que la peur n'est pas... Il cherchait, un peu comme Bruno, un affect politique capable de... Moi, je ne suis pas tellement à la recherche de ces affects de type massif. Je crois plutôt à la contamination du devenir sensible, ce qui rapproche peut-être plus de Guattari, qui aimait bien le terme contaminé. Donc, alors, vous dites je sème des graines, ça je suis heureuse parce que c'est effectivement ce geste-là. Pas sûr du tout que ça pourra être utile, mais peut-être que certaines des choses que je sème pourront, pour d'autres, et sur un mode que je ne connais pas, être utiles. Et l'idée vraiment de ce point de vue-là est un peu celui de, comment dirais-je, que Bruno et je crois Émilie emploient avec le terme engendrement. Ce qui me frappe avec l'idée d'engendrement, contrairement à reproduction, c'est qu'il n'y a pas du tout l'idée du même. Il y a plutôt l'idée du souci de ce qui vient, comme à la fois ce qu'il y a, ce qu'on doit préparer à un avenir que soi-même on ne connaît pas. Finalement, c'est ça la tâche des parents, des engendrants, c'est qu'ils doivent donner des forces à leurs enfants pour qu'ils soient capables de faire quelque chose dont eux-mêmes n'ont aucune idée. Les traditions engendraient dans une perspective de ça va rester la même chose, nous devons à la fois honorer l'engendrement et pas tellement la reproduction, et l'engendrer dans la perspective de savoir affronter quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc c'est plus difficile, mais c'est notre lot. Alors Guattari, effectivement,
pour moi, ça a été très très important, d'autant plus que j'ai vécu beaucoup plus intensément que Bruno la catastrophe, parce que j'étais déjà plus orientée écologiquement au sens politique que lui, la catastrophe où les deux sont également idiots, mais la grande opposition entre rouge et vert. Quand les Verts, à un moment donné, souvenez-vous-en, et que le rouge de la honte nous monte tous aux joues d'avoir entendu ça, ni gauche ni droite, dit par des écologistes, quelle meilleure expression de l'idée, nous avons raison au-dessus de tout. Nous occupons la nouvelle raison alors qu'ils n'occupaient rien du tout. Mais donc, quand j'ai écrit Autant des catastrophes, c'était vraiment... comment dirais-je, en rapport avec Guattari, avec l'idée que cela ne recommence pas aujourd'hui, cette opposition que lui avait voulu, parce que ces trois écologies, c'est une tentative d'articuler les sensibilités écologiques, les sensibilités marxistes et, de manière générale, la sensibilité à la dimension aussi individuelle. On est nourri par de la merde. Aussi, en plus que on est proie à des rapports de domination, etc. Donc c'est cette articulation entre ce qui s'opposait que Guattari a voulu combattre. Il a voulu transformer les Verts. Moi, j'étais aussi hantée par ça quand j'ai écrit Autant des catastrophes. Je connaissais des gens de gauche qui disaient, et ils avaient raison, toute cette histoire de changement climatique va permettre un nouvel âge du capitalisme, celui qui lave plus vert, etc. Donc, cause et effet, donc c'est une fiction inventée par le capitalisme. Et ça, c'était la catastrophe, évidemment. Heureusement, ça ne s'est pas produit avec la même intensité que je créais, et notamment au bassin. Quand des gens sont encagoulés, vous ne savez pas s'ils sont rouges ou verts. Il y avait une question pour la dernière, je crois. Au regard de l'heure. Oui, pardon. Pour la dernière intervention, il y avait monsieur, moi qui en ai une. Non, voilà. Alors, deux petites. Ah non, j'ai pas. Le spectacle avant s'appelait Circulation, c'est ça? Merci. Une question en particulier pour Isabelle Stengers. Vous avez travaillé à plusieurs reprises la notion de réalité. Et vous avez à un moment défini la réalité comme la possibilité des objets à créer de multiples relations. Or, j'ai l'impression depuis un moment qu'on parle finalement de ça. Est-ce que vous seriez d'accord avec la proposition qu'il nous manque aujourd'hui, non pas des théories des choses, ni des théories des humains, mais bien une théorie des relations? Monsieur. Oui, alors pour Philippe Pignard, est-ce que vous voyez les choses qui favorisent cette dissémination, ces petites graines qui sont semées ici et là, et pourquoi pas dans les Hauts-de-France? Alors, qui veut commencer? Est-ce que vous voyez ces graines qu'Isabelle Stengers sème dans certains esprits, et que des travaux comme ceux de Bruno Latour, Isabelle Stengers, Émile H et beaucoup d'autres sème à travers ces... Est-ce que vous voyez ça Je ne sais pas, mais bon, nous, on a très modestement, toi comme journaliste, nous comme éditeurs, on essaye de poursuivre dans la voie de publier des gens qui vont travailler toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, mon idéal, ce que j'essaye de publier comme livre, c'est des livres qui, quelque part, se nourrissent
et prolonge tout ce qui a été fait là. Maintenant, évidemment, on ne sait jamais où les graines vont, on ne sait jamais comment elles poussent, et on est toujours, on n'est jamais à l'abri de surprises, et souvent il y a des bonnes surprises. Donc laissons les choses se faire. Donc on va donner la parole à Isabelle Stengers pour la question de la relation, mais peut-être aussi finalement des graines. Non, moi ce que je voulais juste dire, je me permets non pas de... Vous avez un micro depuis si longtemps, vous avez traduit. C'est pour traduire, c'est pour la traduction en fait, qui se fait, pardonnez-moi, en quelle langue vous le faites? En néerlandais. C'est une traduction en néerlandais. Non, juste dire, parce que Philippe Pignard a été rapide sur ce sujet. Et là, il parlait de Geneviève Pruvot, qui a fait un texte qui s'appelle, enfin, plusieurs livres, notamment un qui s'appelle Quotidien politique. Au fond, tous ces travaux-là ne sont pas hors sol. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça est concomitant. Bruno Latour, d'ailleurs, on est sur un plateau là, de théâtre. Il avait fondé un consortium qui s'appelait donc Où atterrir, menait des ateliers en France, dans pas mal d'endroits, avec des gens voilà, je sais pas, de la Haute-Loire, bref, de Rissorangis, etc. Et il faisait des ateliers précisément qui étaient amenés à faire des enquêtes justement sur leur dépendance, les problèmes qu'ils avaient, les cailloux dans leurs chaussures, et c'était destiné à créer des cahiers de doléances, bref, pour conduire des formes politiques. Geneviève Pruvot, moi j'ai eu l'occasion de le faire en tant que reporter au Monde, il y a énormément de lieux, d'endroits qui s'inventent de partout. Isabelle Stengers parlait des méga-bassines, elle faisait allusion évidemment notamment aux manifestations importantes qu'il y a eu à Sainte-Soline, mais enfin, tous ces mouvements-là sont aussi des mondes, des petits mondes qui se créent, même éphémères parfois, où vous avez des formes d'autonomie alimentaire, il y a des sécurités sociales alimentaires qui sont en train de se développer dans ces écolieux, dans ces endroits partagés. Au fond, elles sont partout et elles sont assez bien répertoriées, me semble-t-il, relativement aujourd'hui. Donc je dirais que voilà, ces graines, elles ont déjà... Enfin, le nouveau monde, peut-être d'une certaine manière, il a un peu déjà Je vais garder répertorié pour dire elles sont aussi répertoriées chez les renseignements généraux. Hein. Je veux dire, votre pays est devenu dangereux. Hein. Je veux dire, ceux qui bougent sont sous surveillance. Ça, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte et il faut être prêt à aider ceux qui sont en danger, qui se sont mis en danger par des choses pourtant bien, comment dirais-je, bienveillantes qu'ils tentent. Je crois que c'est un moment aussi d'organiser des réseaux de solidarité. On commence à vivre ce que ça veut dire être en pays occupé. Voilà. Alors, pour revenir à... Et moi, je rentre en Belgique, donc je crains. Bon, pour revenir à la réalité, oui, bien sûr, multiples relations, etc. Je suis absolument d'accord avec vous, sauf que je dirais pas théorique. Je crois que justement, c'est le moment où la théorie doit être humble et éventuellement peut-être venir après comme description un peu armée, mais que c'est un savoir de la création des relations, de ce qui nourrit les relations dont on a besoin, plutôt que d'une théorie ou de définition. C'est un savoir pratique, pragmatique, de soin des relations qu'on a besoin, et il faut surtout pas mettre la théorie là où on n'en a pas besoin. Donc, pratique des relations. Que demandent les relations? Et c'est ça qui m'a intéressée chez les sorcières, c'est que ce sont des praticiennes, des expérimentatrices, et qu'elles en ont appris justement en se laissant aussi transformer par ce qu'elles apprenaient. Bien, écoutez, une dernière, toute dernière, parce que je crois qu'il faut qu'on libère la salle, je vous en prie.
Bonjour, merci de vos apports. Vous le disiez justement, nous sommes dans un théâtre, vous êtes sur un plateau où des travaux d'étudiants de SPIP, cette section de Sciences Po justement fondée par Bruno Latour. Donc ces étudiants-là, ils ont présenté des travaux fruits d'une résidence, je crois, sur le territoire ici. Et Bruno Latour, justement, avec Frédéric Aitouati, ils ont fondu la compagnie Zone Critique. Et ils avaient développé et déployé leurs travaux sur scène. Et je me demandais si c'est une préoccupation aussi qui vous a intéressé, et comment rendre accessible peut-être ou disponible la pensée, l'apport théorique sur un plateau, et comment cette forme-là peut venir aussi servir votre recherche, vos thèses à vulgariser. Est-ce que c'est une forme que ça vous a intéressé comme Bruno Latour? Merci. Je dois avouer, non. Je veux dire, Bruno était un entrepreneur, il essayait énormément de formes. Et moi, j'ai pas essayé ce genre de forme. J'ai essayé de rendre ce que j'avais à dire capable de... non pas d'être optimiste, il y a 30 secondes, j'étais loin d'être optimiste, mais de donner à ceux qui m'écoutent le courage d'aller leur chemin. Et je n'ai pas véritablement créé de dispositif autre que celui à Bruxelles qui continue à me nourrir, un groupe de gens qui appartiennent à l'université, mais cherchent là la force de travail, de ne pas désespérer de l'université et de travailler ensemble. Donc j'ai créé des groupes, mais c'est des groupes qui ne s'adressent pas à un public. Donc moi, je suis embêtée par la relation avec le public. Et pour moi, un plateau, c'est un public. C'est un public. Donc j'essaye de casser la glace en vous parlant comme ça, mais j'étais pas... Je crois que Bruno était un grand homme et je ne suis pas une grande femme. Je crois que Bruno était un grand homme et je ne suis pas une grande femme. Ce que vous voulez dire, mais en tout cas, vous avez quand même fait une grande, un grand parcours avec lui, un grand chemin, une grande œuvre. Et on vous remercie beaucoup, Isabelle Stengers. Merci beaucoup aussi, Philippe Pignard, pour cette rencontre et pour ce vol. Voilà. Et pour ce vol enchevêtré que vous retrouvez aux éditions La Découverte, c'est le livre de Philippe Pignard qui est peuplé notamment de tous leurs textes et de tous leurs échanges. Merci à vous deux. Et bon festival, bonne suite de festival. Next ou Cité Philo. Il faut signaler quand même le livre que tu as fait toi-même, les interviews de Bruno Latour qui ont été faits pour Arte et que tu as sorti dans un livre qui reconstitue tout ce travail et dont le titre est Habiter la Terre et qui est sorti au Lien qui libère. Et donc c'est un livre important. Merci beaucoup, bon après-midi, merci aux intervenants et puis juste un mot de remerciement aux traducteurs et au soutien de l'Eurométropole qui a pu permettre cette traduction cet après-midi. Merci.